Aujourd'hui, nous devons parler d'un scandale olympique qui soulève des questions profondes sur l'influence politique et la corruption au plus haut niveau du sport mondial. L'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich vient d'être disqualifié des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina pour avoir refusé de retirer son casque commémoratif représentant des sportifs ukrainiens tués pendant la guerre. Mais cette histoire va bien au-delà d'un simple casque. Elle révèle un réseau d'influence qui s'étend du Comité international olympique jusqu'aux plus hauts échelons de la politique mondiale. Commençons par les faits. Ce matin, le CIO a officiellement retiré l'accréditation de Eraskevich, prétendant qu'il violait les directives sur l'expression des athlètes. Son casque montrait les visages de plus de 20 athlètes et entraîneurs ukrainiens tués depuis l'invasion russe. Pas de slogan politique, pas de propagande, juste des visages, des gens réels qui sont morts. Le patineur artistique Dmytro Charpar, son coéquipier des Jeux olympiques de la jeunesse de 2016. Le boxeur Maxime Alinichev, des Olympiens, des compatriotes, des êtres humains. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a rencontré personnellement Eraskevich ce matin dans une dernière tentative de le convaincre. Elle a pleuré devant les caméras en disant qu'elle était d'accord avec le message, mais pas avec l'endroit. Elle a offert un brassard noir comme compromis. Eraskevich a refusé. Il a posté sur les réseaux sociaux « C'est le prix de notre dignité ». Et maintenant, un médaillé potentiel, classé parmi les meilleurs au monde, ne pourra pas concourir. Mais voici la question que personne ne pose publiquement. Pourquoi le CIO applique-t-il ces règles de manière si sélective ? Pourquoi un athlète ukrainien est-il puni pour avoir honoré des morts alors que d'autres manifestations ont été tolérées lors d'Olympiades précédentes? La réponse pourrait bien se trouver dans les liens financiers et politiques qui unissent le CIO à Moscou. Regardons les faits documentés. La Russie a systématiquement utilisé le sport comme outil de propagande et d'influence politique. Le scandale de dopage d'État qui a secoué les Jeux de Sotchi en 2014 n'était que la partie visible de l'iceberg. Des milliers d'athlètes russes ont bénéficié d'un programme de dopage orchestré par l'État, supervisé par les services de sécurité russes. Quand cela a été révélé, quelle a été la sanction ? Une tape sur les doigts, quelques athlètes interdits, mais pas d'exclusion totale de la Russie, pas de conséquences réelles pour le système. Et maintenant, en 2026, alors que la Russie mène une guerre d'agression brutale contre l'Ukraine, seuls 13 athlètes russes participent à Milan-Cortina comme athlètes neutres. Mais le fait même qu'ils soient là, que la Russie conserve une présence olympique malgré ses crimes de guerre documentés, ses attaques contre des civils, ses destructions d'infrastructures, cela soulève des questions sur qui influence vraiment les décisions du CIO. Parlons maintenant de quelque chose que les médias traditionnels évitent soigneusement, le réseau d'influence russe dans le sport mondial. Des documents révélés par des journalistes d'investigation montrent que pendant des décennies, Moscou a cultivé des relations avec des responsables sportifs internationaux. Des voyages tout frais payés, des contrats lucratifs, des investissements dans des projets liés au sport. Tout cela crée des dépendances, des loyautés, des angles morts. Le modèle russe d'influence ne se limite pas au sport. Il s'étend à la politique mondiale de manière systématique et documentée. Prenons l'Europe. Des dizaines de politiciens européens ont des liens financiers avérés avec des entités russes. En Allemagne, l'ancien chancelier Gerhard Schröder est devenu président du conseil d'administration de Rosneft, le géant pétrolier russe, immédiatement après avoir quitté ses fonctions. Il a défendu la Russie pendant des années, minimisé l'agression contre l'Ukraine et n'a rompu ses liens qu'après une pression publique massive. En France, Marine Le Pen et son parti ont reçu des prêts de millions d'euros de banques russes. En Italie, la Ligue du Nord de Matteo Salvini a été impliquée dans des scandales d'enregistrement secret révélant des discussions sur des financements russes. En Autriche, des politiciens ont assisté au bal d'anniversaire de Poutine. En Hongrie, Viktor Orban maintient des relations étroites avec Moscou tout en bloquant les sanctions européennes contre la Russie. Ce n'est pas de la théorie du complot, ce sont des faits documentés
rapportés par des journalistes d'investigation, confirmés par des documents judiciaires, admis parfois par les protagonistes eux-mêmes. La stratégie russe est claire, identifier des politiciens influents, leur offrir des avantages financiers ou politiques, et ensuite les utiliser pour bloquer, retarder ou affaiblir les actions contre les intérêts russes. Et maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, Donald Trump. Pendant des décennies, des questions ont persisté sur les liens financiers de Trump avec des entités russes. Dans les années 90, Trump a fait faillite plusieurs fois. Ses casinos ont coulé, ses projets immobiliers ont échoué. Il devait plus de 3 milliards de dollars. Les banques américaines ont refusé de lui prêter davantage. Mais une banque a continué, la Deutsche Bank. Et voici le détail crucial que tout le monde devrait connaître. Entre 2011 et 2015, la Deutsche Bank a été condamnée pour avoir blanchi plus de 10 milliards de dollars pour des oligarques russes. La même période où elle prêtait massivement à Trump. Coïncidence ? Peut-être. Mais les enquêteurs financiers ont documenté des flux d'argent complexes entre des entités russes et l'empire Trump. En 2008, Donald Trump Jr. a déclaré lors d'une conférence immobilière « Les Russes constituent une part disproportionnée de beaucoup de nos actifs. Nous voyons beaucoup d'argent venant de Russie. » C'est son propre fils qui l'a dit publiquement. Pas une source anonyme, pas une rumeur, une déclaration enregistrée. Puis il y a la vente mystérieuse en 2008. Trump a vendu une propriété en Floride à l'oligarque russe Dimitri Rybolovlev pour 100 millions de dollars. Trump l'avait acheté 4 ans plus tôt pour 40 millions. C'était en pleine crise financière, quand les prix de l'immobilier s'effondraient partout. Mais mystérieusement, un oligarque russe paie plus du double pour une propriété que Trump possédait à peine quelques années. Rybolovlev n'a jamais vécu dans la propriété. Il l'a démolie. Et regardez la politique de Trump envers la Russie. Il a refusé de critiquer Poutine publiquement pendant des années. Il a minimisé l'annexion de la Crimée. Il a menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN. Il a retardé l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui a mené à sa première mise en accusation. Maintenant, de retour au pouvoir, il parle de forcer l'Ukraine à accepter un accord qui céderait du territoire à la Russie. Mais l'influence russe ne s'arrête pas à l'Europe et aux États-Unis. Regardons l'Afrique. Au cours de la dernière décennie, la Russie a orchestré ou soutenu des coups d'État dans plusieurs pays africains. Le groupe Wagner, une société militaire privée russe dirigée par Evgeny Prigojine jusqu'à sa mort mystérieuse, a opéré en Centrafrique, au Mali, au Soudan, en Libye, au Mozambique. Le modèle est toujours le même. Identifier un pays riche en ressources, mais politiquement instable. Soutenir des factions militaires mécontentes. Fournir des armes, de la formation, parfois des mercenaires. Orchestrer un coup d'État. Installer un régime ami. En échange, obtenir des concessions minières, des contrats pétroliers, des bases militaires. Au Mali, après le coup d'État de 2021, les nouvelles autorités militaires ont expulsé les forces françaises et ont invité Wagner. Résultat, la Russie a obtenu l'accès aux mines d'or maliennes. En Centrafrique, Wagner protège le président Faustin-Archange Touadéra en échange de concessions minières de diamants et d'or. Au Soudan, Wagner a soutenu des groupes paramilitaires en échange d'accès aux mines d'or. Et ce n'est pas seulement des ressources, c'est aussi géopolitique. Chaque pays africain qui tombe sous influence russe est un pays qui vote avec la Russie aux Nations Unies, qui refuse de condamner l'invasion de l'Ukraine, qui offre des ports et des bases
pour la projection de puissance russe. La stratégie russe globale est maintenant claire. Utiliser l'argent, la corruption, les mercenaires, les opérations d'influence pour créer un réseau mondial de dépendance. Des politiciens européens qui bloquent les sanctions. Des dirigeants africains qui offrent des ressources et des bases. Des responsables sportifs qui ferment les yeux sur le dopage et punissent ceux qui critiquent la Russie. Et tout cela nous ramène à Vladislav Eraskevitch et son casque. Pourquoi le CIO a-t-il été si inflexible? Pourquoi une organisation sportive punit-elle sévèrement un athlète qui honore des morts tout en permettant à des athlètes russes de concourir malgré une guerre d'agression en cours? La réponse pourrait être dans les relations financières et politiques que le CIO entretient avec Moscou depuis des décennies. Les Jeux de Sotchi en 2014 ont coûté 50 milliards de dollars, les plus chers de l'histoire. Une grande partie de cet argent a circulé à travers des contrats impliquant le CIO. Les Jeux ont été un triomphe de propagande pour Poutine, malgré les preuves croissantes de dopage d'État. Quand le scandale de dopage a éclaté, le CIO aurait pu bannir complètement la Russie. Mais il a choisi une approche plus douce. Pourquoi ? Peut-être parce que des membres du CIO avaient des intérêts financiers en Russie. Peut-être parce que Moscou avait cultivé des relations personnelles avec des responsables olympiques clés. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais le modèle de comportement suggère une influence indue. Ce qui est absolument clair, c'est que le système actuel ne fonctionne pas. Un athlète ukrainien est puni pour avoir honoré des victimes de guerre pendant que l'agresseur continue de participer aux Jeux. C'est une perversion complète des valeurs olympiques. Les Jeux olympiques étaient censés transcender la politique, unir l'humanité dans la compétition sportive pacifique. Mais quand une institution olympique punit les victimes et accommode les agresseurs, elle trahit sa propre mission. Vladislav Eraskevitch a dit quelque chose de profond. Certaines choses sont plus importantes que le sport. Il a raison. La dignité humaine est plus importante que les règlements. La mémoire des morts est plus importante que la complaisance politique. La vérité est plus importante que la convenance diplomatique. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a qualifié cette décision de « moment de honte ». Il a déclaré « Le CIO a intimidé, manqué de respect et même fait la leçon à notre athlète sur la façon dont il devrait se taire sur l'un des 130 conflits dans le monde. » C'est révélateur. Le CIO a minimisé une guerre d'agression brutale comme juste un conflit parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas un conflit comme les autres, c'est une tentative d'effacer une nation. Plus de 70 000 civils ukrainiens ont été tués, des millions ont été déplacés, des villes entières ont été rasées, des enfants ont été kidnappés et déportés en Russie. Des fosses communes ont été découvertes dans les territoires libérés. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Et dans ce contexte, le CIO dit à un athlète ukrainien qu'il ne peut pas honorer ses compatriotes morts. C'est obscène. C'est une capitulation morale complète. Deux autres athlètes ukrainiens ont également vu leur casque interdit. Katerina Kotsar, skieuse acrobatique, avait l'inscription « Soyez braves comme les Ukrainiens ». Interdit. Ole Andey, patineur de vitesse sur piste courte, avait une citation du poète ukrainien Lina Kostenko. « Là où il y a de l'héroïsme, il n'y a pas de défaite finale. » Interdit. Le CIO appelle cela politisation. Mais voici ce qui est vraiment politique. Permettre à des athlètes russes de concourir pendant que leur pays commet des crimes de guerre. Cela, c'est un acte politique. Choisir le silence face à l'agression, c'est politique. Punir les victimes pour s'être exprimées, c'est politique. Le père de Vladislav, Mikhailo Eraskevitch, qui est aussi son entraîneur, a été filmé en larmes, assis près de la piste, après avoir appris la disqualification. C'est déchirant. Un homme qui a entraîné son fils pour ce moment, qui a vu tant de leurs compatriotes mourir, qui espérait que les Jeux Olympiques seraient une plateforme pour honorer leur mémoire. Au lieu de cela, humiliation publique. Cette histoire révèle quelque chose de plus grand que le sport. Elle révèle comment la corruption, l'influence et l'argent
peuvent pervertir même les institutions qui se prétendent au-dessus de la politique. Le CIO n'est pas au-dessus de la politique. Il est profondément politique, mais il cache cette politique derrière des règlements prétendument neutres. La Russie a perfectionné l'art d'utiliser l'argent, le chantage et l'influence pour contrôler des institutions et des individus à travers le monde. Des politiciens européens aux dirigeants africains, des responsables sportifs aux hommes d'affaires, Moscou a tissé un réseau d'influence qui sert ses intérêts géopolitiques. Et le résultat ? Une architecture internationale de plus en plus favorable aux régimes autoritaires. Des institutions qui devraient défendre des valeurs universelles, mais qui capitulent face à la pression et à la corruption. Un monde où les victimes sont punies et les agresseurs récompensés. Vladislav Eraskevitch a annoncé qu'il ferait appel devant le tribunal arbitral du sport. Espérons qu'il gagne. Mais même s'il perd, il a déjà gagné quelque chose de plus important. Le respect moral de millions de personnes qui voient clairement l'injustice de cette situation. Le CIO doit faire face à des questions difficiles. Qui influence vraiment ces décisions? Quels intérêts financiers jouent un rôle? Pourquoi la Russie reçoit-elle un traitement si accommodant malgré ses violations flagrantes des règles et des valeurs olympiques? Ces questions ne disparaîtront pas. Et chaque jour où le CIO refuse d'y répondre, il perd davantage de crédibilité et de légitimité morale.